Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Real Madrid. On sait qu'il y a énormément de mouvements au sein du club à tous les niveaux. On va essayer donc de réagir à tout ça, mais surtout de voir comment l'équipe se comportera la saison prochaine. Quel style de jeu va adopter Xabi Alonso avec des compos et avec des petits points tactiques qui me paraissent intéressants. Évidemment, c'est difficile vraiment de savoir ce que Xabi Alonso a en tête, ce qu'il va vouloir mettre en place, mais je trouve qu'on peut déjà se faire une petite idée, surtout parce que le mercato se décide. Il y a 2 recrues officielles déjà, une qui est proche d'arriver et d'autres aussi qui sont pistées. On va voir tout ça. Déjà pour commencer, je vais refaire un état des lieux. C'est important pour que les idées soient claires et ensuite on va voir comment tout ça pourrait se matérialiser. Déjà, évidemment, comme je l'ai déjà dit, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Donc là, tu passes avec un coach qui a un style de jeu totalement différent, des idées aussi beaucoup plus novatrices. Donc, tu pars vraiment sur autre chose et c'est la donnée la plus importante du mercato. Mais au niveau des recrues, il y a déjà beaucoup de mouvements avec notamment Trent Alexander-Arnold qui a signé en provenance de Liverpool en tant que joueur libre et on sait très bien que c'est un joueur de haut niveau avec de grandes qualités, de grandes faiblesses. Donc il faudra voir comment il va être utilisé. Ensuite, il y a Dan Huysen aussi qui a signé un énorme prospect, un joueur qui a un très fort potentiel. Il faut voir s'il est tout de suite prêt pour le Real Madrid ou non. Ça sera intéressant aussi de regarder, mais en tout cas, c'est un défenseur avec un style très moderne, très fort notamment à la relance. Et puis, quand on regarde aussi, il y a Carreras, le latéral gauche espagnol de Benfica qui est tout proche de signer au Real Madrid. Lui, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est très proche d'être fait et ça, il faut le prendre en compte. Encore une fois, ce serait une grosse recrue parce que sur le côté gauche, avec Ferland Mendy et Fran Garcia, tu n'étais pas assez compétitif la saison passée. Maintenant qu'on a dit ça, déjà, il y a d'autres projets pour ce mercato. Florentino Pérez veut faire venir un galactique et veut donc dépenser une énorme somme d'argent sur un joueur. Et pour l'instant, la piste la plus crédible, c'est Florian Wirtz. On en entend beaucoup parler, Xabi Alonso l'a coaché, ils ont une excellente relation, les deux se connaissent très bien et voudraient le faire venir au Real Madrid. Et quand j'y pense quand même, ce serait une folie parce que pour moi, et je le dis depuis pas mal de temps déjà, c'est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Après, il faut voir par rapport au profil, est-ce que c'est vraiment ce dont ce Real Madrid-là a besoin ? C'est difficile à dire, honnêtement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un super joueur, encore une fois. J'aimerais juste préciser tout de même que Florian Wirtz a toujours dit qu'il aime le Barça, qu'il rêve de jouer un jour à Barcelone. Et ce sera quand même assez surprenant de le voir avec le maillot du Real Madrid. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs de foot qui ont dit des choses mais n'ont pas tenu leurs paroles. Donc, ce ne serait pas non plus le choc du siècle. Mais en tout cas, tout de même, il faut le préciser. Est-ce que vraiment il a envie de jouer au Real Madrid ? On verra ça plus tard. Et puis, de toute manière, il y a quand même beaucoup de gros clubs intéressés par le joueur. Donc, ce n'est pas gagné d'avance du tout. Et il faut comprendre quand même que ce n'est pas encore fait. Ensuite, un autre dossier. Et là, ça m'a vraiment choqué, ça concerne Nico Williams. Pourquoi ça m'a choqué ? Pour plusieurs raisons. Déjà, on sait qu'il a été fortement pisté par le Barça et qu'il voulait le faire venir la saison passée. Un truc important à savoir, c'est que Laporta a dit publiquement qu'aujourd'hui, il n'est plus intéressé par Nico Williams. Il a avoué que c'était le cas dans le passé, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Donc, il a écarté cette piste et donc, il ne sera plus lié au club. Maintenant, du côté du Real Madrid, quand on regarde ce qui s'est passé cette saison avec 3 ailiers gauche, Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. On a d'un côté Vinicius qui a finalement su jouer à son poste, donc pas de problème. Mais on a Kylian Mbappé qui a dû jouer au poste d'attaquant. Au début, ça n'allait pas du tout, il n'arrivait pas à s'adapter et on sentait qu'il n'était pas non plus très épanoui. Mais par la suite, ça a été beaucoup mieux pour lui. Mais de l'autre côté, tu avais Rodrigo qui lui a dû jouer sur l'aile droite en étant beaucoup plus excentré. Et ça ne lui a pas plu du tout, même son rôle au sein du club. Donc, il va certainement quitter le Real Madrid. On le sait, ce n'est pas une nouvelle. Le Real Madrid va très certainement vendre Rodrigo. Et donc, parti de ce principe-là, parti de toutes ces informations-là que je vous ai données, Florentino Pérez se dit qu'il faut recruter un autre ailier gauche qui est Nico Williams. Moi, je ne comprends pas où ils veulent en venir et comment l'utiliser et pourquoi tu hésites entre Florian Wirtz et Nico Williams qui sont 2 joueurs totalement différents. Et puis, même en dehors de tout ça, imaginons que le Real Madrid avait besoin vraiment d'un ailier gauche. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait allé sur Nico Williams. Ça me surprend fortement parce qu'on sait que le Real Madrid aime les joueurs beaucoup plus confirmés, qui ont déjà fait de hautes performances
notamment en Ligue des Champions ou dans les grandes compétitions. Nico Williams, il a fait un bel Euro, ok, mais globalement, il manque beaucoup d'expérience au plus haut niveau. C'est un joueur qui n'apporte pas non plus totalement des garanties. On sait qu'il a de grandes qualités, il est très talentueux, ok, mais de là à aller au Real Madrid et s'imposer avec une telle concurrence, on ne sait pas. Et puis, si jamais Rodrigo part, c'est aussi parce qu'avec 4 attaquants, ça ne fonctionnait pas et que désormais, il faut de l'équilibre. Alors que si jamais tu le remplaces par Nico Williams, c'est un joueur moins fort que lui. Et en plus de ça, tu vas conserver encore une équipe qui n'a pas d'équilibre. Si tu mets 4 attaquants, en tout cas si tu mets sur le banc, pourquoi faire? Pour aller où? Bref, moi je ne comprends pas du tout et je suis désolé, mais dans ma vidéo, je pars du principe où il ne signera pas parce que je n'arrive pas à imaginer cette équipe avec Nico Williams. Quand on parle de compo, la première idée qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est que Xabi Alonso va mettre en place son fameux 3-4-3. Et quand on regarde sur le papier, je vous affiche ici, ça paraît plutôt intéressant. On voit notamment avec Florian Wirtz en 10, peut-être Jude Bellingham replacé un peu plus bas au milieu de terrain. On voit des choses assez séduisantes, ok. Maintenant, personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est possible, lui, qu'il joue avec cette composition et qu'il mette encore une fois son 3-4-3 en place comme il sait très bien le faire. Mais en fait, il y a déjà un problème qui est déjà trop important, c'est celui de la profondeur du banc. Quand on regarde au niveau des défenseurs centraux, déjà tu devrais partir titulaire avec Dan Huysen tout de suite. C'est sa première saison au Real Madrid. Est-ce que tout de suite il va apporter pleine satisfaction? Je ne sais pas. Mais surtout sur le banc, tu as des joueurs qui ne sont pas du tout fiables. Jesus Valero, est-ce que vous le voyez vraiment avoir du temps de jeu? Parce que si tu pars avec une défense à 3, il faut que tes remplaçants aussi du temps de jeu. Ils ne pourront pas enchaîner tous les matchs. Il te faut au moins 5 défenseurs de top niveau. Et donc, tu as Jesus Valero, mais tu as aussi David Alaba qui ne cesse de se blesser, qui est trop peu disponible et quand il joue, il n'est plus au même niveau qu'auparavant. Et Eder Militao qui s'est fait les croiser encore une fois pour la deuxième fois dans sa carrière. On ne sait pas encore physiquement comment il va revenir. Mentalement non plus, on ne sait pas. Donc c'est une trop grande inconnue. Alors dans ce cas-là, il faudra recruter un défenseur ou deux de plus. Et ça fait beaucoup de recrues. Je pense que dans l'état actuel des choses, il faudrait partir sur une défense à 4. Et c'est pour ça que je ne pense pas que Xabi Alonso va tout de suite jouer en 3-4-3, peut-être à terme, mais pas tout de suite. Et j'ai imaginé un 4-4 de losange. Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'importance au compo, mais surtout au système de jeu. On va y revenir plus tard. Il y a quelques fondamentaux qui sont importants à prendre en compte. Mais en tout cas, je vous affiche la compo ici. Vous voyez que je mets une défense à 4. Ici, j'ai mis Dan Huysen, mais ça peut être Raúl Asensio aussi. Il faudra qu'il s'impose et qu'il prouve tout de même. Mais on voit que sur le côté, tu as Trent et tu as Carreras. Au milieu de terrain, je mets Tchouaméni ou Camavinga. L'un des deux, je ne sais pas encore quel sera le choix de Xabi Alonso. Je pense Camavinga, mais il faut quand même qu'il prouve aussi parce que sa saison a été très mauvaise. Au milieu de terrain, Jude Bellingham un peu plus bas avec Valverde. Je vais revenir plus tard par rapport à Jude. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien que lui, il veut marquer des buts, il veut jouer beaucoup plus haut sur le terrain, mais ce n'est pas toujours possible, surtout si Florian Wirtz arrive. Et là, je le mettrai juste en dessous de Kylian Mbappé et Vinicius, dans un rôle où il sera numéro 10, voire 9,5, voire des fois un peu différent. Encore une fois, on va y revenir. Par rapport à tout ça, déjà maintenant qu'on a parlé de compo, c'est une chose, mais comment le Real Madrid va jouer? Alors je pense qu'on se trompe souvent sur Xabi Alonso. On le décrit souvent comme un coach qui met en place un football très offensif, très porté vers l'avant, avec un gros pressing, contre-pressing, et que son but est d'avoir une équipe avec un football très spectaculaire. Mais ce n'est pas la réalité. Évidemment, tout ça, il sait le faire. Il en est capable, mais c'est un coach hyper pragmatique. J'étais allé le voir au stade il y a 2 ans lors de son match face à l'Union Saint-Gilloise en Europa League. Et pour vous dire, dans ce match-là, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a joué pratiquement tout le long de la rencontre en bloc bas resserré, en voulant attaquer uniquement en contre-attaque. C'est ce qu'ils ont fait. On a vu un jeu plus que jamais pragmatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, c'est un coach qui sait aussi comprendre que des fois, l'enjeu est plus important que tout et qu'il faut s'adapter et simplement cibler les faiblesses de l'adversaire pour pouvoir appuyer là-dessus et assurer la qualification ou la victoire en fonction du contexte. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. On l'a vu même cette saison face au Bayern Munich, souvent évoluer en bloc bas resserré et en voulant attaquer en contre-attaque. Et puis, on a vu d'autres matchs où il jouait très haut et il mettait une forte pression aussi. Il sait faire les deux. Il est très flexible tactique et c'est ça que je veux dire surtout. Quand on regarde en soi, Xabi Alonso n'est pas un coach qui a une idée dans sa tête et reste là-dessus. C'est un coach
qu'il y a pas mal de préceptes de jeu auxquels il porte de l'importance, mais qui peuvent varier entre ceux-ci. Déjà, quand on regarde par exemple, il faut se référer aussi aux apports du Real Madrid. Lors de ce mercato, pour moi, au niveau des joueurs d'un point de vue individuel, il y a un gap positif techniquement. Quand on regarde Trent Alexander-Arnold, on voit c'est un joueur très fort balle au pied, très bonne qualité de passe. Dan Hussein, il excelle à la relance aussi. Florian Wirtz, si jamais il signe, ce serait aussi un joueur très très fort techniquement. Et même Stiller, on en entend beaucoup parler et lui aussi pourrait faire beaucoup de bien à la sortie des ballons. Et par rapport à ça, pour moi, ce qui est important, c'est que Xabi Alonso veut retrouver une équipe du Real Madrid très forte techniquement, très à l'aise balle au pied. Ça ne veut pas dire qu'il voudra la possession. Ça voudra dire tout simplement que dans ces matchs où il voudra dominer l'adversaire et jouer haut sur le terrain, il aura de quoi faire très mal et ressortir très bien les ballons pour tout de suite aller dans la zone dangereuse. Mais dans les matchs où il voudra défendre plus bas sur le terrain, il voudra des joueurs aussi capables en quelques passes d'aller tout de suite vers l'avant. Au final, dans tous les cas, ça sera toujours très important. Et c'est vrai que cette saison, on a vu une équipe du Real Madrid qui, face à la pression, n'arrivait plus trop à sortir les ballons, n'arrivait plus à s'en sortir. Et donc, tu avais des attaquants de niveau élite, mais ils avaient trop peu de spots, trop peu de situations dangereuses pour pouvoir se montrer. Et c'est ce que Xabi Alonso voudra donc arranger et régler au sein du Real Madrid. Ça, c'est un point important. Quand on regarde le mercato et son style, il faut comprendre tout ça. Maintenant, un autre point aussi important, c'est que Xabi Alonso n'est pas un coach qui a un système assez figé avec des positionnements très rigides de ses joueurs. Non, Xabi Alonso aime beaucoup les permutations et j'ai toujours dit que c'est l'une de ses plus grandes forces. On voit que les joueurs bougent beaucoup, changent de position, interchangent et ça crée beaucoup de danger à l'équipe adverse parce qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et je vais vous donner quelques exemples pour être très clair. Je pense que Trent Alexander-Arnold est un joueur qui va être utilisé assez spécialement par Xabi Alonso. Pourquoi ? Parce que je l'imagine beaucoup permuté avec Valverde. Je pense que le duo Trent-Valverde pourrait tirer vers le haut les deux joueurs. Je vais m'expliquer. Je pense que Trent, bon, on le sait tous, c'est un joueur qui défensivement a de grandes difficultés. Ok, il aura besoin d'un joueur pour le soutenir et Valverde peut le faire. Je pense que avec ou sans ballon, ça pourrait être le cas. Imaginons par exemple que sans ballon, il pourrait y avoir des situations où Trent va rentrer au cœur du jeu et Valverde va prendre le couloir pour défendre en 1 contre 1. À ce moment-là, il pourra le faire. Et même avec ballon aussi, il y a des moments où Trent pourra arriver encore une fois dans le cœur du jeu et Valverde pourrait se mettre sur le côté droit pour pouvoir plus prendre le couloir et accélérer pendant que Trent va jouer balle au pied et essayer de donner des bons ballons à ses coéquipiers. Ça, c'est des points qui sont importants. Au final, les deux vont jouer sur leur qualité et les deux vont faire ce que l'autre ne sait pas faire. Parce que dans l'autre sens aussi, Valverde, balle au pied, on sait que ce n'est pas un créateur et il ne sera jamais un joueur de ce type-là. Alors que Trent, lui, peut organiser le jeu de l'équipe. Et c'est important de prendre ça en compte, mais ce n'est pas tout. Par exemple, si Florian Wirtz signe au sein du club, je pense que son duo avec Jude Bellingham sera très important parce que les deux pourront permuter. On sait que Jude Bellingham est un joueur qui aime bien terminer les actions, marquer des buts, terminer dans la surface aussi, alors que Florian Wirtz est plus un créateur. Il peut faire les deux en soi, mais c'est plus un joueur aussi qui crée le jeu de l'équipe. Donc pourquoi pas, quand tu es en phase offensive assez haut sur le terrain, permuter entre Florian Wirtz et Jude Bellingham, voir que Bellingham va terminer dans la surface pendant que Florian Wirtz sera plus bas et aura beaucoup plus souvent le ballon au pied. Ça, c'est un point qui est important. Au final, Xabi Alonso cible bien les qualités et les défauts de ses joueurs et avec ses permutations constantes, il essaye de les mettre en avant. C'est inspiré de Pep Guardiola, mais la différence ici, c'est que c'est un petit peu moins assumé et c'est juste pendant des séquences de jeu très précises. Avec ballon, sans ballon, ou bien lorsque tu attaques, lorsque tu es haut sur le terrain. Ça, il l'a souvent fait au Bayer Leverkusen et je suis persuadé qu'il le fera aussi au Real Madrid. Et c'est là où ça deviendra dangereux. Maintenant, quand on regarde les compos que je vous ai montrés, je ne sais pas non plus s'il y a un fort équilibre. Par exemple, avec le 3-4-3, je ne suis pas convaincu du tout. Quand je regarde ce milieu de terrain-là, je me dis que Valverde va devoir beaucoup compenser avec Trent. Ok, c'est une chose, mais Jude Bellingham, il peut faire des efforts défensifs en défendant, en avançant. Maintenant, couvrir de l'espace dans le dos de la défense, ce n'est pas non plus son fort. Moi, je pense aussi qu'il faut quand même recruter un milieu de terrain plus, on va dire, fort sans ballon qu'avec ballon, tout en étant aussi bon, mais en tout cas, surtout en étant capable de pouvoir couvrir des grandes zones sur le terrain. Je pense que c'est un vrai manque au sein de l'effectif. En soi, il y a Tchouaméni, Camavinga, mais est-ce que vraiment ils excellent là-dedans? Je ne sais pas réellement. Et ça fera beaucoup de bien aussi. Dans tous les cas, pour moi, Florian Wirtz, ce n'est pas une priorité. Parce qu'il te faut plus un joueur au milieu de terrain
plus complet, avec un profil différent et complémentaire de celui de Valverde potentiellement. C'est ça surtout qu'il faudrait rechercher. Mais si Florian Wirtz signe, ça peut se faire aussi, ça peut fonctionner aussi selon moi, mais Nico Williams, par contre, je n'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'il va faire, avec qui il va permuter, comment ça, vraiment, j'en ai aucune idée. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez par rapport à tout ça, toutes mes idées, comment j'imagine ce Real Madrid-là de Xabi Alonso, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Et puis sinon, moi je vous dis, peace.